Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Je vérifie que le son marche puisque je viens de refaire, je suis en train de refaire une vidéo que j'ai déjà faite. C'est pas grave. On passe ici. Alors les news du jour, ça va être par rapport à BlackRock qui serait potentiellement en train de lancer un système d'achat pour ses clients sur du BTC. On va décortiquer cette news. On va voir qu'il faut la prendre avec des pincettes et que elle est pas elle est à mettre vraiment entre guillemets. La deuxième chose qu'on va voir, c'est également une analyse de l'open interest sur des périodes un peu plus longues que ce qu'on fait d'habitude. Je vais ici prendre le temps de simplement vous faire une petite analyse de court terme. Pour moi, ceux qui suivent la vidéo il y a longtemps, je ne vais pas la répéter, la même analyse 50 fois. Si on ne passe pas les 17K ici, on sera sur un rejet potentiellement jusqu'au 16,4, peut-être plus bas, peut-être sous les 15. Mais j'ai des bons signaux ici, comme quoi peut-être on pourrait avoir cette cassure dans les temps qui viennent, par rapport aux structures court terme, etc., comment ça se construit, et puis par rapport à l'open interest, c'est ce que je vous expliquer ensuite. Mais globalement, vous allez voir que si je me mets en 12 heures, que je zoome un petit peu, si on clôture ici une nouvelle fois autour des 19 950 ce soir à 1h du matin, vraiment dans une période d'indécision, une bougie verte, une bougie rouge, une bougie verte, rien de bien méchant de ce côté-là. Mais s'il y a cassure, elle risque d'être violente. Pourquoi elle risque d'être violente? Je l'ai déjà expliqué, beaucoup, un shop assez chargé en daily, etc. Si jamais on veut montrer une nouvelle chose ici sur le momentum, notamment une contraction du momentum depuis 2 ans maintenant, on le voit ici sur les moyennes. Depuis février 2021, on se contracte, il y a vraiment tout ce grand triangle qui est en train de se former, et voilà, et dernièrement également un triangle qui se forme assez joli sur le momentum, donc ça veut dire qu'à un moment donné, ce triangle va péter, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, bien évidemment. Ensuite, on va ici regarder Ethereum désormais. Pour moi, rien à ajouter de plus que vraiment tout ce qu'on dit d'habitude, cette très jolie imbalance qui pourrait effectivement jouer autour des 19 par exemple, une zone logique de rebond peut-être au 17 si on ne se fait pas rejeter par peut-être au 17,5 pardon, si on ne se fait pas rejeter par les 17. Ici une résistance potentielle au 18,2, mais un volume profile qui pourrait nous emmener vers les 19. Cette imbalance dont je parlais tout à l'heure, on a une autre imbalance qui est à peu près dans cette zone là autour des 17,5 justement. Pour le moment, on va dire, si on avait un bon CPI, on pourrait penser que il y a vraiment un mouvement haussier assez fort qui se prépare. La question étant, est-ce que le prix juste avant le CPI ne va pas venir nous faire une petite touchette ici au 16,4, c'est-à-dire à moins $500, ou alors est-ce qu'on s'installe durablement au-dessus des 17 pour revenir retester les 17 au moment du CPI? C'est la réponse qu'on va avoir dans les 2 prochains jours pour moi principalement. Donc voilà, on reste plutôt haussier sur la structure globale. Si je regarde Ethereum, eh bien, j'ai peut-être sur les time frames un peu grandes quelque chose j'ai à la fois du bull et du bear à vous donner sur Ethereum et j'en suis désolé. Ici, on a un bull flag. Vous le voyez, il est là. Ça fait peut-être un petit moment que j'en parle quand même. On a une grosse déviation qui se fait là. Pour le moment, elle n'est pas parce qu'on se fait rejeter en fait par la ligne de coup de cette épaule tête-épaule qui est ici là. Voilà, vous le voyez, qui finalement, je pense, a dû toucher sa target. Oui, je pense que oui. Ou peut-être pas tout à fait. On va regarder ça ensemble. Donc épaule tête-épaule qui est là, ligne de coup elle est là, Ether qui dévisse à ce moment-là, ouais on n'est pas très loin quoi, on est à une $60 au-dessus, bon voilà, hop, pardon, excusez-moi. Et du coup sur Ether on a ce signal qui est plus ou moins bullish d'un retour au, vous le voyez, $2000. Si je prends la target d'un bull flag, c'est-à-dire la totalité du mât reportée au point de cassure et qu'on se met bien en bas ici du fanion, vous voyez que la target elle est de $2100 globalement. C'est-à-dire reprendre toute la liquidité qu'il y a là. Pourquoi pas, sincèrement. Pour moi, quand même, je dirais, d'une certaine manière, attention. Pourquoi attention? Parce que dans le même temps, on a également ce bear flag potentiel qui, pour l'instant, n'est pas encore vraiment validé. Il n'a pas fait vraiment sa 1, 2, 3 à l'intérieur. Le bear flag est une correction qui monte. Faites attention quand vous comptez 1, 2, 3 ici. Ce bear flag, est une correction qui monte. Donc, ça veut dire que la première vague, on la compte vers le haut, la deuxième vers le bas, et potentiellement la troisième vers le haut. Ça veut dire que de toute façon, on n'aura pas de confirmation qu'effectivement on sort de ce bear flag avant les 1442. Et c'est pour ça que c'est un petit peu fourbe. On pourrait avoir ici un bear flag dans le bear flag, ça voudrait dire dévisser avant et repartir éventuellement avec une target ici de $922.
Moi, personnellement, pour moi, tout dépend du CPI. Vous voyez que même le prix, là, ici, dans ces analyses chartistes, nous montre toutes les indécisions qu'il pourrait y avoir. Après, venir réparer, là, ici, tous les shorters qui ont... Bon, là, on a déjà pas mal réparé l'histoire. Hein, quand on a fait ce plus haut ici je parle ici par rapport aux $2000, ça sous-entendrait une forte demande au spot. Donc, potentiellement, je le rappelle, ici, un CPI, indice des prix à la consommation, qui sortira jeudi, qui soit baissier, c'est-à-dire le marché qui, en même temps, a cette information que le chômage ne monte pas, et en même temps une information que l'inflation baisse, la potentialité d'un atterrissage en douceur qui peut-être, encore une fois, pourrait jouer un petit rallye de soulagement pour le marché action et le Bitcoin par la même occasion. Les news, pour moi la news principale c'est celle-là, et attention au mauvais journalisme donc John Kiguru, fais attention à toi, t'es vraiment une brêle. Cette info est sortie il y a 2 jours, mais je suis tombé dessus hier. Et en gros, on nous dit breaking, BlackRock va ajouter le Bitcoin à leur fonds global d'allocation de 15 trillions de dollars, donc 15 000 milliards, des trillions qui vont envahir le marché. Donc une info qui est globalement très boule. Personnellement, moi, je tombe dessus, je regarde, je me rappelle que BlackRock n'a que 10 trillions d'assets sous management. Je me demande un petit peu ce qu'est ce Global Allocation Fund. Et en fait, c'est un fonds de 15 milliards de dollars. Donc on a multiplié par 1000 ici l'information. Donc attention à ce que vous lisez, il faut vraiment faire attention parce que cette news elle serait censée catapulter le marché bien évidemment théoriquement. Donc en fait ce que nous fait BlackRock là en ce moment, fort investissement en ce moment de BlackRock sur la crypto avec le plus ou moins rachat, en tout cas gros prêt qui a été fait moyennant moyennant action, gros prêt qui a été fait auprès de Core Scientific, qui est le plus gros mineur de Bitcoin et qui est là un petit peu dans la panade. Et globalement, donc il faut comprendre que BlackRock est un gros fonds d'investissement qui utilise l'argent des autres pour l'investir. L'argent des autres, ça veut dire 10 trillions de dollars, 10 000 milliards, encore une fois, la capitalisation de l'or. Donc énorme acteur, le plus gros acteur du marché. Ici on nous dit, et c'est vrai que l'info est intéressante mais elle n'a rien à voir du coup, que si jamais 0,32% simplement de ces 10 trillions étaient alloués à du Bitcoin, donc une allocation au Bitcoin de 0,3%, il pourrait acheter tous les Bitcoins qui sont sur les exchanges. Quand je dis sur les exchanges, c'est une notification importante de cet article notamment, qui vend du rêve un peu trop, hein, c'est un peu de l'opium là, franchement l'histoire, 15 trillions au lieu de 15 milliards, et ça, et en plus, quand on regarde réellement, donc tous les assets sur les exchanges, les assets sur exchange correspondent à 11% de la supply totale. Donc, bien évidemment, 10% de la supply de Bitcoin pourrait être acheté, bien évidemment, avec la totalité des assets de BlackRock, ça paraît évident. Du côté des news également, pas de nouvelles du côté de Gemini. Vous avez ici cette page qui probablement va publier, si Gemini a eu ce fameux rendez-vous avec... Digital Currency Group, notre ami, comment s'appelle-t-il, Larry Silbert. Et pour l'instant, pas d'update de ce côté-là. Donc voilà, on pouvait regarder sur Twitter aussi. Je pense que l'info sera tweetée si elle arrive. Donc voilà, n'hésitez pas du coup de ce côté-là. Pas d'infos non plus du côté de Barry Silbert directement sur son Twitter. On est le 8 janvier, c'était la deadline qui avait été donnée par Gemini à Barry Silbert pour leur rendre les 900 millions que Genesis leur doit. Je fais pas ici, je vais pas répéter la news, je vais pas la remettre dans son ensemble parce que déjà je viens déjà de faire une vidéo là-dessus sans son, mais voilà, Véronique, appelez-moi Véronique d'ailleurs. Et donc du coup, voilà, on va pas refaire ici toute l'histoire. Pour ceux qui ne savent pas, allez voir la vidéo d'hier. Pour les autres, ça leur évitera de se retaper toute l'histoire puisque eux sont au courant, puisqu'ils suivent la chaîne tous les jours. Voilà. Globalement, Bitcoin, dont le rêve d'un ETF Bitcoin, le Grayscale, dont le rêve d'un ETF Bitcoin, cette info elle date du 19 décembre, hein, donc ça date un petit peu. Mais si jamais un ETF Bitcoin spot ne soit pas accepté du côté de la SEC, et on sait que la SEC est en train de faire une investigation sur Digital Currency Group, l'info est tombée avant-hier, donc je pense que leur rêve de Bitcoin ETF tout simplement est en train de tomber à l'eau. En l'occurrence, pourraient rendre leur Bitcoin à ses clients. La question étant, est-ce qu'ils vont rendre 100% des assets, etc. Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont devoir en vendre une partie? Les gens qui vont récupérer leur Bitcoin, est-ce que ça va représenter une force vendeuse, etc. Tout ça pose énormément de questions. Et Barry Silbert et Digital Currency Group, qui eux-mêmes possèdent de la crypto, est-ce qu'ils vont devoir vendre pour pouvoir sauver tout simplement Genesis, donc leur filiale? Donc tout ça est à suivre de très près, notamment aujourd'hui. On aura peut-être une info avant minuit, heure américaine, je ne sais pas.
Pour l'instant, on est en pleine journée aux US. Voilà, à voir si l'info tombe dans la nuit, auquel cas ça peut être très bull, comme ça peut être effectivement très bear également. On continue sur les news. Alors je vous le dis franchement, il y a rien sur toutes les news que j'ai pu regarder. Il n'y a pas grand chose de plus que cette info sur BlackRock. On a bien évidemment le CPI, dont j'en ai parlé ça pour jeudi, et un discours de Jérôme Powell en Suède, donc qui devrait théoriquement pas trop être axé sur vraiment la politique aux États-Unis la politique de la Banque fédérale. Pour mardi, pas grand chose au niveau du lundi. Donc rien au niveau des news de ce côté-là. On va tout de suite aller voir le sentiment. Le sentiment, donc tout ce qui est liquidité, on va dire. Pour le moment, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Oui, alors je vais vous faire un point après sur l'open interest dans sa globalité. Vous voyez qu'ici on est en chute libre sur l'open interest, c'est la droite bleue que vous voyez là. Donc 20 milliards en comptant toutes les cryptos et tous les exchanges. C'est vraiment pas énorme par rapport au pic qu'on avait pu avoir ici autour de 60, 70, 80 milliards d'open interest. Bref, on va faire un gros point là-dessus sur est-ce que finalement, vous allez voir, on va vraiment ici aller au bout de l'idée. Globalement, j'essaye de trouver combien on a liquidé hier et je ne le trouve pas. Donc on va aller sur liquidation. 52 millions, donc pas grand chose. Beaucoup de liquidation sur Ether, 10 millions, et pas grand chose sur Bitcoin, à peine 3 millions. Donc Bitcoin en ce moment, vous voyez, qui intéresse peu de monde en termes d'open interest. Ether qui a fait son mouvement vers le haut, très joli mouvement. Je vous l'ai expliqué dans cette logique de bull flag ici. Est-ce que la demande au spot est en train de revenir sur Ethereum? Pour le moment, on va regarder Bitcoin. Je vous ai mis ici les niveaux à prendre éventuellement sur Bitcoin. 17 000 en haut et 16 900 en bas. Pour le moment, c'est les deux nouveaux niveaux. Pour le moment, vous voyez qu'on a été pas mal shorté sur ce moment-là, donc on est en train de short squeezer tout ça. On continue à être shorté, donc là, depuis que j'ai fait la vidéo tout à l'heure, on pourrait rajouter une droite pour quelque chose à prendre juste à l'instant T. Niveau à prendre en bas, 16 911, qui correspond à un joli plancher, vous le voyez sur la journée. On a refusé de perdre les 16 900. Voilà, joli rebond du spot aujourd'hui aussi. Après, pour moi, ça c'est un mouvement de liquidation, c'est-à-dire qu'on vient, donc on utilise le spot du côté des market makers, etc. Ce que certains appellent la smart money. On vient ici acheter du spot parce que c'est dimanche et qu'il y a assez peu de monde sur le marché. On vient acheter du spot du Bitcoin au spot pour faire monter le spot. Ça permet de faire monter également les dérivés et par là même, et bien tout simplement de liquider des shorters. C'est comme ça que ça se passe. On va sauver ça, on va aller sur Ether. Ethereum, et du coup vous avez déjà les points aussi sur Ethereum. On est pas mal shorté ici de ce côté là, vous voyez que c'est ce qu'on est en train de short squeezer, nouveau short ici à l'instant T, donc ça c'est pareil, c'est plutôt bull en termes de liquidité en tout cas. Le CVD spot qui se reprend très très bien sur Ethereum. Attention à ce mouvement là où on a eu du long qui est rentré ici, donc autour des 1260. Pour moi le niveau à prendre en bas sur Ether c'est 1200, le niveau à prendre en haut c'est 1300, potentiellement 1350. Si vraiment la demande au spot se retourne et qu'on a une vraie demande au spot, à ce moment-là, eh ben, on pourra peut-être imaginer un mouvement plus haut. Pour moi, et je vais vous montrer sur BTC, USDT, PERP, on va aller faire une analyse de l'open interest plus longue, sur une période plus longue. Donc on est d'habitude en 5 minutes, on va passer en 12 heures. Et on va regarder sur les 2 dernières années comment s'est forgé l'open interest. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'open interest s'est vraiment forgé dans un range. Depuis qu'on a eu cette gros épisode de liquidation qui était le 20 novembre 2021, ici, plus de 1 milliard liquidé, je crois, sur Bitcoin. En totalité, je ne sais plus à combien on était à 3 ou 4 milliards, ne serait-ce que sur la journée. Là, en 12 heures, vous le voyez qu'on a fumé du monde. Et ben, globalement, on voit qu'on est rentré dans cette espèce de range où Bitcoin intéresse personne pendant un certain temps, et puis on commence à leverager, et puis une fois qu'on arrive aux 6,3 milliards, on déleverage. Vous voyez que c'est relativement propre, on pourrait rester là-dedans peut-être pendant un petit moment. Ce qui m'intéresse de voir, moi, c'est que quand on regarde finalement tout l'épisode de l'été 2021, on avait eu ici pas mal de shorters, vous voyez l'open interest qui monte, pas mal de shorters, et ce qui m'intéresse de voir ici, c'est qu'on a peut-être ici du shorter et un open interest qui monte, notamment sur tout ce mouvement-là. Donc celui près, là on est sur le mouvement post Celsius.
Et énorme open interest ici, malheureusement pas avec un énorme funding négatif ici, donc plus de shorter que de longueur, malheureusement en valeur, hein, bien entendu. Ici, moi ça m'intéresse pas de regarder le ratio long-short par exemple, j'en profite pour caler ça, parce que finalement la valeur elle est pas là. Vous pouvez avoir 10 000 gars qui shortent avec $1, ça changera pas le fait qu'il y a plus de valeur avec un mec en face qui va longuer avec 10 000 $. Donc ça m'intéresse, le ratio long-short ne m'intéresse pas. C'est un indicateur de sentiment, mais je l'utilise pas. Et concrètement ici, vous voyez qu'on envoie du short, on liquide du long, hein, avec cette chute qui est la chute de FTX. On liquide énormément de long. On a quelques shorts qui rentrent, hein, bien évidemment, en plus. Ça nous fait carrément un pic de funding qui est du jamais vu depuis X années, puisque on a non seulement plus de longueur, mais en plus quelques shorters qui rentrent tardivement sur ce mouvement. C'est ceux qu'on est en train probablement de nettoyer en ce moment. Intéressant aussi à regarder les spreads. Pourquoi intéressant? Parce que vous le voyez ici sur le plus bas, là, celui-là. Vous voyez que au moment où on fait ce pic, cette bougie de rupture, là, c'est-à-dire effectivement un plus en quelques jours, plus, oui, c'est relativement énorme, c'est vrai, mais un plus, sur les perps sur Binance, de 29 à 48, eh bien, il y a un moment où les spreads passent positifs, juste après ça. Ça relance une demande au spot énorme. Tout ça n'était qu'un short squeeze au départ, c'est-à-dire que on venait ici corriger une partie de tous ces shorters qui effectivement étaient rentrés, open interest qui monte, funding négatif, et on vient juste les corriger, et le mouvement s'emplit d'une demande au spot encore plus. Alors vous voyez que c'est sporadique sur le CVD. Pourquoi? Parce qu'on regarde, si je me mets là, même pas en fait, il faudrait vraiment qu'on soit le jour même, sinon le CVD se met pas à jour, le petit coquin, c'est pas grave. Vous voyez que si on se met donc par ici, le retour de la demande au spot il est relativement sporadique, mais ça fait passer les spreads en positif, et on entame là une grosse période de spread positif qui fait monter les prix. Ensuite les gens reshort ici sur ce moment là, on voyait funding négatif, open interest qui augmente, donc pendant un temps on repasse en funding négatif, en spread négatif pardon, et ensuite on repasse en demande au spot réel, donc spread positif. Donc voilà, comprenez bien ce que je veux dire par là. C'est d'abord sur 12 mois on a un énorme calme au niveau de l'open interest, y compris là, dans ce moment-là. Donc, les dérivés, théoriquement, ne sont pas la clé, vraiment, les niveaux sont pas incroyables pour ici venir déleverager. On peut revenir soit releverager, soit on peut clôturer du short, et si on monte, même si le prix monte, il se peut que l'open interest baisse. On voit ici d'ailleurs notamment que le prix effectivement suit l'open interest, mais parfois vous avez beaucoup plus de shorters que de longueurs, ou de gens qui jouent plutôt dans un contre-courant. Donc en l'occurrence, là, pour moi, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que potentiellement on a du monde à liquider en short, notamment dans la zone des 20 000 $. D'abord on va viser la zone des 17-18 dans un premier temps, si cette résistance au 17 elle pète, et par contre je pense qu'on aura un très bon signal si jamais on a des épisodes comme on a eu très exactement là, de spread positif, et surtout quand le spread va passer vraiment positif. Vous voyez, on a eu un autre épisode ici, des moments où finalement BTC recommence à intéresser le gars qui achète au spot, tout simplement, puisque c'est lui qui va empêcher les mouvements pour liquider les longueurs vers le bas, puisque si la demande est trop forte au spot, il n'est pas rentable pour la smart money de venir vendre des BTC au spot. La demande est tellement importante que tout cet investissement est absorbé par les gens qui en achètent, d'accord ? Donc surveillez bien les spreads, et pour moi l'open interest, ça c'est vraiment la leçon, est vraiment en bas de son range, donc il y a très peu d'open interest en ce moment. Sur ce range, d'une manière générale, on n'est pas comme on était là, juste avant FTX, tout en haut du range, donc une demande avec du monde à liquider. Là, ce mouvement a été aidé probablement par les liquidités. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Tout à l'heure, j'avais fait un autre point intéressant dans l'autre vidéo, mais c'est pas grave, ça va manquer dans celle-là. Et puis, on va continuer. Sur quoi on va continuer? Là, j'ai parlé des dérivés, j'ai fait le 5 minutes, j'ai fait... voilà, on va peut-être regarder la heatmap. Oui, la heatmap, si je vous lance une heatmap ici sur 2 ans, puisqu'on est sur une analyse de l'open interest ici sur 2 ans, et des liquidités, de là où sont les liquidations. Vous comprenez bien ici qu'on était en haut du range et qu'on avait effectivement une zone jaune à venir
venir pomper au moment de la chute FTX, d'accord? Cette zone jaune, il fallait la nettoyer. Ce qu'on ne veut pas sur le range actuel, je vais vous zoomer ici sur la zone, vous voyez ici que les niveaux d'open interest, ils étaient vraiment délirants dans une toute petite zone. Pourquoi? Parce que tout le monde cherchait à trouver un bottom. On avait une période haussière, on avait énormément de gens qui étaient rentrés en longue sur cette période haussière avec des leviers probablement très forts. Et donc du coup, c'est ça qui a créé ce mouvement. Si je zoome ici sur la zone, vous voyez que désormais, ce qui reste à prendre en dessous, et ce jusqu'aux 12 000 $, est complètement sporadique par rapport à ce qu'il y a là. Parce qu'on est en bas du range de l'open interest. Cependant, et la valeur, elle est plutôt ici, en fait. Si vous regardez 18,4, 18, le sentiment a changé par rapport à ce qu'on avait pendant toute la partie FTX. Le sentiment a changé. Et pourquoi ça? Tout simplement parce qu'on n'avait pas eu FTX et dans le même temps, on avait eu dans ces zones-là à peu près un bon CPI. On avait un CPI qui nous disait la demande est en train de partir, l'inflation est en train de partir, et ça, c'était une bonne lecture du CPI. Donc c'est pour ça qu'on était sur une belle séance haussière. Le marché des actions d'ailleurs a continué à monter sans nous, et là en fait on a eu complètement une inversion entre ce que fait le S&P 500 et ce qu'a fait la crypto, tout simplement sur le fond de l'histoire de FTX. Donc là ça a permis ce mouvement-là, cette non-demande au spot, d'un coup en plus des gens vendeurs, et ce mouvement a été poussé, encore plus accéléré, de manière à venir chercher toute cette zone de valeur. Et en fait il y a des ordres énormes ici qui ont été fill grâce aux liquidations de d'autres personnes, une cascade de liquidations, d'accord? Je suis liquidé, donc le prix baisse, donc je cascade, je liquide le mec d'en dessous de moi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ici, vous voyez que la différence en termes de valeur, elle est phénoménale. Donc ça c'est important, comprendre que la valeur ici elle est aussi importante à 18,8 qu'à 15,2 si on regarde vraiment sur 2 ans, et c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours avoir la tête dans le guidon non plus et tout regarder. Pour l'instant, si on ne traîne pas dans la zone, parce que là on avait traîné dans la zone beaucoup, d'accord, ici on avait énormément traîné dans la zone, je parle ici du 18 juin jusqu'au 5 novembre, donc quasiment 6 mois dans la zone. Si on traîne pas trop dans la zone et qu'on n'accumule pas trop de longueur ici, avec justement des signaux bullish comme on peut avoir, enfin là par exemple on est venu prendre cette poche, et là on s'est permis sur fond d'histoire FTX de venir prendre celle-ci. Donc en l'occurrence, si on ne traîne pas dans la zone, si on a un mouvement explosif vers le haut, et je vous dis qu'il y a un mouvement explosif qui se prépare, si jamais on avait ça, les liquidités pourraient nous aider à aller au 25. C'est ça le fond de ma pensée. J'ai mis longtemps à arriver à développer tout ça, mais voilà, on y est. L'open interest n'est pas une donnée intrinsèque énorme en ce moment, il y a assez peu de monde sur le marché, on regarde effectivement les choses avec la tête dans le guidon globalement assez souvent, mais parfois il faut savoir prendre du recul et regarder, est-ce que c'est le on-chain, est-ce que c'est la demande on-chain, toutes ces choses-là qui vont prendre le dessus. Si jamais on avait un bon CPI, on pourrait sincèrement, facilement faire un mouvement assez explosif, sans faire rentrer trop de longueur près du prix, pour éventuellement aller péter les 25 000 $. C'est peut-être, hein. Tout ça est un exemple de peut-être, c'est mon avis, voilà. Faites ce que vous voulez avec votre thune, mais c'est mon avis. La troisième chose, et personnellement à l'instant T, moi je serais plutôt pour une revisite des 16. On est là à 17, je suis pas sûr qu'on va être rejeté. Pour moi, on va peut-être monter à 17, 18, 19. Je pense pas qu'on ira dans les 25 tout de suite. Il y aura des corrections avant. C'est ce que je vais peut-être vous montrer après. Ensuite, ici, sur Bitcoin, une position qui s'ouvre en face d'une autre en même temps. Ça nous fait latéraliser le prix. On va plutôt venir chercher celle du haut. Vous le voyez sur cette mèche-là. On vient liquider le gros monsieur qui est là avec un potentiel 33 millions. À voir si la zone de valeur désormais elle est en haut ou en bas, c'est ce que je vous ai montré ici sur le prix. Si on passe les 17, encore une fois, Bitcoin a des bonnes chances de s'installer au-dessus, peut-être de venir chercher jusqu'au 19 dans un premier temps. Si on passe pas les 17, ce sera un rejet, et là on reviendra visiter les 15 ou 16. Néanmoins, voilà. Ici sur Ether, on n'a pas atteint les gros endroits où vraiment il y a de la valeur, c'est-à-dire les 1300 $. Maintenant, le mouvement pour moi sur Ether est fait, mais on pourrait revenir rechasser par-dessus cet endroit-là. Ce que j'aurais aimé voir sur Ether, c'est plus de gens qui rentrent encore ici à shorter ce point-là. Et vous voyez que pour l'instant, c'est pas énorme par rapport à ce qu'on a en face. Vous voyez que là, on n'a pas ici d'énormes shorts qui rentrent. Vous voyez que Ether est énormément leveragé vers le bas, c'est-à-dire beaucoup plus de longueur que de shorter. Mais pourquoi? Tout simplement parce que le prix est monté et qu'on a liquidé tous les shorters, donc il reste tous les mecs qui étaient en dessous. Vous voyez que depuis ce point-là, oui, on a du long qui rentre, mais c'est juste parce qu'en fait on fait ce pic et qu'on liquide du short, donc il reste quoi en face? Il reste du long. Ici ça s'appelle le Cumulative Liquidation Level Delta, donc c'est LLD on va dire, c'est un delta cumulatif, donc du coup à chaque fois que vous fermez un short, vous augmentez ce delta, à chaque fois que vous fermez un long, vous diminuez ce delta.
On va regarder vite fait la 7 jours, puisqu'on la suit beaucoup en ce moment et que je trouve qu'elle marche plutôt pas mal, on va dire. En tout cas, dans des périodes où vraiment il n'y a aucune demande, ça fonctionne super bien. Et donc du coup, ici, qu'est-ce qu'on regarde quand on voit la 7 jours? On voit que effectivement, il y a une belle zone de valeur au-dessus, juste ne serait-ce qu'à 1700 pour aider à pousser, là, par exemple, en ce dimanche soir où les week-ends sont plutôt market maker, 17,5 même, potentiellement nécessairement. Et puis, sur la 7 jours, on a une zone à 1600 exactement. Laquelle est la plus fournie? Pour moi, elle est au-dessus. Néanmoins, tous ces petits mouvements-là, peut-être qu'il y a du monde qui a fermé ses positions, et ça, on ne le sait pour le moment pas. Voilà, je pense que j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like. Je pense que c'est important. Pensez bien à ce potentiel bull flag sur Ethereum. Encore une fois, si on a un joli CPI, ça peut partir. Et puis, pensez bien également que... oui, j'ai pour habitude de mettre en fin de vidéo un commentaire à la con, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. La question à la con du jour sera est-ce que vous pratiquez le jogging? Est-ce que vous êtes quelqu'un... Moi, personnellement, je déteste ça. J'adore faire de la corde à sauter, j'adore faire du fitness, j'adore faire du sac, de la boxe, des choses comme ça. Mais je déteste le jogging. Malheureusement, c'est un truc que vraiment j'apprécie pas du tout. J'adore aussi faire du vélo. J'en fais pas du tout en ce moment, mais j'aime vraiment bien faire du vélo. Mais alors le jogging, je suis allergique à ça, je sais pas pourquoi. Voilà, mettez-moi en commentaire, est-ce que vous êtes un fan de jogging ou pas? Et puis voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, en espérant pas avoir oublié trop de trucs par rapport à celle d'avant. Celle d'avant était bien, donc c'est dommage, elle était plus fraîche, plus spontanée, mais c'est pas grave, c'est comme ça, pas de son. Donc ben voilà, dites-moi merci Véronique, et puis on se retrouve demain pour un nouveau point sur le Bitcoin face au dollar, point météo. À très bientôt.